Il est temps de recevoir notre invité du week-end et il s'agit aujourd'hui d'Elisabeth Guigou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là parce que vous avez donné une conférence dans le cadre du cycle de la Monaco Méditerranée Foundation, ici, dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. Le thème de cette conférence était la Méditerranée, trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. C'est-à-dire, quel était le message que vous vouliez faire passer aux spectateurs? Qu'est-ce que vous aviez envie de leur expliquer? De leur expliquer ici que nous sommes dans un milieu, un endroit et dans une fondation qui s'est consacrée aux relations euro-méditerranéennes, que maintenant il faut regarder plus loin. C'est-à-dire que le sud de la Méditerranée, c'est plus le cul-de-sac de l'Europe. Oui. Ça doit être un pont, c'est de plus en plus un pont, vers l'Afrique subsaharienne, parce que les événements malheureux qui se sont produits dans la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire le développement du trafic, du terrorisme, que l'on voit de la Mauritanie, du Mali surtout, jusqu'à la Libye, eh bien, ont fait qu'à la fois les Européens et les Nord-Africains se sont rendus compte qu'il fallait dépasser, que c'était plus une frontière, et qu'il fallait absolument s'occuper du développement de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Mais quel est concrètement, selon vous, le rôle de la Méditerranée dans ce trait d'union, puisqu'en plus vous êtes la présidente de la Fondation Annaline, qui a pour but de rassembler autour de la Méditerranée. Quel est le rôle de cette Méditerranée dans sa généralité? Alors, ce que la Méditerranée doit être, c'est à la fois un vecteur de coopération économique, d'intégration, et d'autre part aussi d'échanges culturels. Et moi j'essaye d'agir sur les deux tableaux. J'ai observé par exemple, grâce aux travaux de beaucoup d'instituts euro-méditerranéens, j'ai observé que dans le monde d'aujourd'hui, les continents se structurent en grandes régions verticales. C'est le cas des États-Unis avec l'Amérique du Sud, c'est le cas de la Chine et du Japon, qui sont concurrents néanmoins, mais avec l'Asie du Sud-Est. Et je pense que nous avons, nous, Européens, grâce aux Méditerranéens, justement, parce que comme disait Braudel, nous avons cette chance d'avoir ce lien, eh bien je pense que nous devons faire la même chose avec l'Afrique subsaharienne pour que justement on surmonte les crises qui dominent aujourd'hui, qu'on arrive à maîtriser les mouvements de population parce qu'on créerait du développement au sud, et puis pour donner du travail tout simplement à la jeunesse africaine et faire en sorte que cette jeunesse qui aspire dans son écrasante majorité qui rejoint les valeurs de l'Europe, eh bien nous puissions aussi favoriser les échanges culturels. Alors je travaille d'une part sur l'économie et d'autre part avec la Fondation Annaline sur le dialogue des cultures. Oui, absolument. Est-ce que ça vous paraît justement, vous, utopique ou c'est réaliste, ce que vous venez de dire, effectivement, l'emploi dans cette zone-là, par exemple? Est-ce qu'on est dans l'utopie ou concrètement pour vous, ça peut se réaliser? Je crois que ça se construit, ça demande du courage politique, parce qu'il faut dépasser les préjugés, les peurs, évidemment, qui ont tendance à dominer, on peut le comprendre aujourd'hui, mais c'est indispensable. Enfin, je ne peux pas concevoir la sécurité de l'Europe sans le développement de l'Afrique. Ça me paraît une évidence. Et or, en Afrique, il ne peut pas y avoir de développement aussi sans sécurité et réciproquement. Donc je crois que vraiment, de la même façon que notre histoire depuis 2 millénaires est commune, je pense que nos destins sont liés et qu'il est temps d'en prendre conscience et de ne pas se résigner à une sorte de fatalité qui verrait, si vous voulez, tous les mauvaises évolutions prendre le dessus, et qu'au contraire, il faut avoir le courage de faire cette pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, de dire mais si nous le voulons, et je pense qu'ici à Monaco on le veut, le plaisir et l'honneur d'être reçu en audience par le prince souverain, et je connais bien ce que font les monégasques en direction de l'Afrique, et je pense que c'est la bonne direction. Alors après, sur le plan culturel, on ne peut pas faire que de l'économie, parce que, voilà, sur le plan culturel, nous avons un atout extraordinaire, qui est d'abord la langue française, qui nous est commune. Dans 20 ans, nous aurons 750 millions d'Africains subsahariens qui parleront le français parce qu'il y a une expansion démographique considérable. Moi, je considère que ça n'est pas une menace, je considère que c'est une chance. Et je vois dans la Fondation Annaline, la Fondation Annaline, c'est 43 pays, tous les États membres de l'Union européenne, plus quelques États associés, et tous les États du sud de la Méditerranée, du Maroc jusqu'à la Turquie, Israël et Palestine inclus.
Alors on laisse de côté la Syrie pour l'instant pour des raisons évidentes, Évidemment, mais dans ces 43 pays, nous avons plus de 4000 ONG. Et dans ces ONG sont principalement des jeunes et des femmes, c'est-à-dire justement les sections de la population qui portent le plus un message de dialogue, d'échange, de compréhension mutuelle et de tolérance mutuelle par rapport à nos différences. Et je trouve que là je propose, moi, et ce sont des idées que je veux faire avancer et qui ont reçu l'approbation de M. Juncker. J'ai bien vu que le prince souverain était très intéressé aussi. Par exemple, nous devons permettre, tout en contrôlant davantage nos frontières extérieures, parce que ça c'est indispensable pour maîtriser des mouvements qui sont brutaux aujourd'hui, nous devons permettre la mobilité des talents. Or, on ne peut pas concevoir un développement partagé si les chefs d'entreprise ne peuvent pas se déplacer, si les acteurs économiques et sociaux ne peuvent pas le faire, si les créateurs, si les artistes ne le font pas. Et donc je pense que nous devrions créer un passeport des talents qui permettrait justement d'organiser ces mobilités aller-retour, bien sûr, de part et d'autre de la Méditerranée. La deuxième proposition que je fais, et j'espère bien qu'on la concrétisera avant la fin de l'année, c'est de créer un Erasmus des associations. Vous voyez bien que ces jeunes qui se regroupent dans des associations d'un programme qui s'appelle Young Arab Voices, qui a touché 90 000 jeunes, dans les pays arabes seulement. On va l'étendre pour en faire des échanges nord-sud. Eh bien, ces jeunes, ils ont besoin de se rencontrer, d'échanges, et je pense que si nous arrivons à organiser là encore des échanges, nous pourrons aussi donner à ces jeunes des outils, ici en Europe, chez nous, mais là-bas aussi, au sud de la Méditerranée, pour diffuser un autre message que celui de la radicalisation. Et je pense que ça doit passer évidemment par Internet et par les réseaux sociaux, parce que ce message de haine et de cette idéologie mortifère, elle est diffusée, nous le savons, principalement par les réseaux sociaux. Et je pense que si on veut être efficace, ce n'est pas les gouvernements qui peuvent faire ça, c'est la société civile. Il faut que des jeunes parlent à d'autres jeunes avec leurs mots à eux, mais évidemment, il faut leur en donner les moyens, il faut leur donner l'information nécessaire, et il faut leur donner les moyens techniques, tout simplement, de pouvoir intervenir sur le web. Voilà, alors la Fondation Annaline, vous voyez, c'est très concret quand même. Très large et très concret. Vous avez parlé là, à l'instant de la Syrie, de la radicalisation. Vous avez été ministre à plusieurs postes, notamment ministre de la Justice. Je voudrais avoir votre réaction, justement, puisqu'on en parle, par rapport aux attentats qui sont survenus très récemment en Belgique. Nous savons que tous nos pays, de part et d'autre d'ailleurs, font face à ce même terrorisme, porté par cette idéologie mortifère. Face à ça, il faut des réponses implacables des États. Mais nous ne sommes pas suffisamment organisés. Et on voit très très bien que, alors qu'il s'agit quand même de groupes assez importants, mais de quelques dizaines d'individus, nous verrons combien au final, mais qui cherchent à nous atteindre dans nos valeurs, dans nos modes de vie. C'était des jeunes, justement de cette jeunesse mélangée et métissée à Paris. Là, c'était le cœur de l'Europe, le quartier des institutions européennes, et tous ces gens qui vont y travailler et qui y croient. Et je pense que là, ce qui est extraordinaire, c'est la réaction de tous nos concitoyens. C'est-à-dire, on ne va pas se laisser abattre. Continuer à vivre. Oui, il y a le compagnon d'une des jeunes femmes qui est morte le 13 novembre au Bataclan, qui a écrit un merveilleux petit livre qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Eh bien, je crois que ce sont ces choses-là. J'ai vu à l'ambassade de Belgique, où je me suis rendue avec une délégation de l'Assemblée nationale hier, à l'ambassade de Belgique à Paris, il y avait, comme c'était le cas pour la France, voilà, des bougies, des fleurs. Je trouve que ça, c'est très positif. Ce qui l'est moins, c'est que on voit bien qu'on a des progrès à faire dans les échanges de renseignements, car c'est le cœur des choses pour pouvoir identifier ces terroristes, et puis les traduire en justice. Ensuite, il n'y a pas suffisamment de coopération entre les polices. Et donc, mon sentiment, c'est que il faut enfin arriver à faire ce qu'on avait commencé à mettre en train, mais qui est allé trop lentement, parce que
même quand On les n'était pas décisions... préparé, peut-être, on ne s'attendait pas, on n'a pas vu cette montée du radicalisme, peut-être. Écoutez, moi je veux quand même dire quelque chose, hein, c'est que quand j'étais ministre de la Justice, j'ai mis en train Eurojust, on a fait le mandat d'arrêt européen, on est bien content de l'avoir, il a été mis en place au début des années 2000, on est bien content de l'avoir aujourd'hui pour M. Abdeslam. Hein. Bon. Donc je pense que quand il y a la volonté politique, et on a surmonté beaucoup de réticences, parce que je ne sais pas si vous imaginez à l'époque, donc ça fait 20 ans, presque 20 ans maintenant, enfin 18 ans, tous les plus éminents spécialistes du droit de l'extradition disaient mais de quoi on va mettre de côté un des fondements de nos droits nationaux qui est l'extradition des criminels. Ben voilà, oui, entre pays européens, entre Bruxelles et Paris, entre Paris et Monaco, à mon avis, il ne devrait pas y avoir plus de procédures qu'entre Tours et Angers. Voilà. Et c'est tout ça qu'on s'est un peu souvent arrêté en chemin. Et sur le plan de la coopération entre les polices, on n'a pas vraiment démarré. Regardez les débats que moi je trouve navrants au Parlement européen sur le fichier des passagers. On en a besoin, évidemment. Ouais, ouais. Donc, bien sûr... Mais c'était au cœur des débats de l'Assemblée nationale. Il faut prendre des précautions, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit dans des sociétés de fichage généralisé. Mais enfin, c'est possible, on le sait. Et donc, je pense qu'il faut non seulement renforcer nos moyens, législatifs et légaux, mais surtout davantage de coopération très concrète entre les services, que ce soit la police, la justice, qui sont chargés de la lutte contre le terrorisme. Dernière question, toute simple. Comment, à ce niveau-là, sur ce sujet-là, vous voyez l'avenir? Est-ce qu'il y a eu une fenêtre positive ou alors on est vraiment dans une période catastrophique? Non, il faut prendre conscience de la menace, elle est extrêmement grave. C'est justement parce que le groupe État islamique, Daesh en arabe, perd des positions. On l'a vu encore, ils sont acculés à Palmyre aujourd'hui. C'est justement parce qu'ils perdent des positions sur le terrain, on a arrêté leur expansion, on les a même fait reculer en Irak, avec la conquête de Sinjar, d'Erbid, de Ramadi. Maintenant, on les repousse en Syrie, et donc ils ont besoin de redorer leur image, et donc ils font des attentats. Ça ne va pas s'arrêter, il faut le savoir. Il vaut mieux regarder la réalité en face et se dire, ben, prenons les mesures pour empêcher ça. Et la meilleure façon de prévenir les attentats, pas seulement de sanctionner une fois qu'ils ont été réalisés, c'est les échanges entre les services de renseignement, c'est la coordination entre nos forces de police, c'est la coordination, s'il le faut, de nos armées. Et autant je pense, si vous voulez, qu'on ne peut pas résoudre le problème en Syrie, en Irak, voire en Libye, seulement par des moyens militaires. Ça, c'est jamais les interventions militaires qui apportent toute la solution, mais ils sont nécessaires à un moment donné pour arrêter des progressions. Et puis après, il faut continuer inlassablement à travailler ces solutions politiques. Mais il vaut mieux se rendre compte que nous sommes en effet vulnérables et que notre meilleure défense, au fond, c'est la résistance, mais sur la base de nos valeurs et de nos états de droit. Elisabeth Guigou, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec la météo. À très bientôt. Au revoir.